Notre prochain conférencier, c'est Maître Jean-Guy Ouellette, qui est avocat, membre fondateur de l'étude Campeau-Cousinet-Ouellette, maintenant Ouellette-Nadon et Associés. Ce cabinet a développé une expertise permanente quant à l'interprétation du régime de la loi sur l'assurance chômage, l'assurance emploi. Jean-Guy Ouellette travaille en étroite collaboration avec différentes organisations syndicales et de groupes de défense de droits. Sa conférence aujourd'hui s'intitule « Contrer l'impact cumulé des contre-réformes depuis 1990, un défi qui s'impose à tous et à toutes ». Bonjour, je remercie le département d'avoir accepté mon idée de faire un colloque de prendre ce sujet pour la journée de droit social et du travail. Alors, je serai moins éloquent que mon confrère Issalis et j'ai donc préparé un texte pour vous le lire. Alors, mon texte s'intéresse particulièrement à la logique sous-jacente des modifications et principalement attirer l'attention de tous sur l'impact différencié de ces mesures sur la fragmentation des solidarités. Alors, que véhicule le discours du communiqué de presse au soutien des changements législatifs récents effectués par le gouvernement conservateur? Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles, embaucher d'abord des Canadiens. C'est l'idée qu'il y a des emplois pour tous ceux qui veulent travailler. La preuve étant que le nombre de travailleurs étrangers temporaires nécessaires aux besoins des entreprises canadiennes est en constante augmentation dans toutes les régions du pays. Il faut voir le communiqué en question. Le chômage découlerait donc des choix des travailleurs de refuser des conditions présumées convenables offertes par le marché du travail. Le régime d'assurance chômage, dit d'emploi, serait donc trop généreux et créerait une distorsion quant au marché du travail, d'où la nécessité d'en modifier les critères pour rendre attrayantes les dites conditions de travail du dit marché, appuyées par des mesures de contrôle médiatisées pour s'assurer d'un comportement adéquat, les visites à domicile toujours utiles pour donner l'impression que les prestataires sont d'éventuels fraudeurs. Ces conditions de travail que l'on désire rendre attrayantes aux travailleurs dits nationaux sont celles a priori des travailleurs étrangers temporaires. Sinon, pourquoi insister sur cet aspect dans le communiqué de presse? On peut présumer minimalement qu'elle implique la mobilité des dits travailleurs et l'acceptation des conditions précaires et éventuellement temporaires. Des moyens sont donc mis en place pour atteindre cet objectif, la catégorisation des travailleurs selon leur utilisation du système d'assurance chômage au cours des 5 dernières années pour définir l'emploi convenable devant être recherché et accepté. Travailleurs de longue date, prestataires fréquents et occasionnels, et l'accélération des modes d'intervention électronique comme outil potentiel de contrôle. Cette catégorisation est de plus d'application immédiate et les travailleurs ne peuvent s'y soustraire. Cette approche n'est pas sans rappeler le discours ayant été à l'origine de la mesure de la règle d'intensité adoptée par le gouvernement libéral qui prévoyait une réduction de 1% du taux de remplacement de revenus pour chaque tranche de 20 semaines reçues de prestations à compter du 1er juillet 1996 et un mode de récupération fiscale des prestations nettement majorées. Règle présumée lutter contre la dépendance des prestataires fréquents au régime d'assurance chômage. Mesure, faut-il le rappeler, qui fut abrogée en 2001, il faut quand même se consoler, suite aux luttes menées au plan social et politique, abrogation expliquée par la ministre à l'époque, en reconnaissant que le chômage était lié non pas au choix des travailleurs, mais bien au contexte économique régional, contexte relevant des politiques économiques de l'État. La terminologie utilisée pour catégoriser les travailleurs dans les changements législatifs récents véhicule également le discours implicite des bons travailleurs, travailleurs de longue date, versus les autres, dont les plus mauvais sont ceux identifiés comme prestataires fréquents, même s'ils peuvent avoir travaillé depuis de nombreuses années dans leur secteur d'activité. Quels sont les bons travailleurs? Ces travailleurs présumés de longue date, ceux qui n'ont pas perçu de prestations pour plus de 35 semaines au cours des 5 dernières années, mais également qui ont cotisé un minimum de 30% de cotisation percevable en fonction du maximum assurable annuel. Ce 30% équivaut en 2013 à un revenu équivalent ou supérieur à 14 220 $, soit au salaire minimum indexé au 1er mai au Québec à près de 27 heures de travail par semaine. Les travailleurs des industries saisonnières, foresterie, pêcherie, tourisme ou secteur intermittent, construction, enseignement, cinéma sont facilement identifiables parmi les groupes principalement visés par la règle du 30%, mais la règle du 30% vise qui? Si ce n'est les personnes travaillant en temps partiel ou pour des périodes de travail courtes et étant peu rémunérées, soit des secteurs de l'économie, restauration, services, alimentation, où les jeunes et les femmes sont surreprésentés.
Dans le rapport de contrôle et d'évaluation de 1998, on indiquait que les jeunes et les femmes ont été particulièrement touchés par le passage des conditions d'admissibilité de semaine au système d'heures. Les demandes des femmes ont chuté dès la première année de l'application du changement de 20 %. Les jeunes de moins de 25 ans ont présenté 27 % moins de demandes. On expliquait ces résultats par le régime de travail, soit de travailler chez les jeunes à temps partiel, ou pour les femmes de travailler moins d'heures que les hommes. Plus récemment, dans le journal Le Quotidien de Statistique Canada du 5 novembre 2012, on expliquait la baisse marquée des personnes pouvant se qualifier par une hausse de la proportion des cotisants dont le dernier emploi était temporaire, non saisonnier. Il est donc important de constater que pour tous les jeunes arrivant sur le marché du travail ou les femmes le réintégrant, les nouvelles conditions leur imposeront le statut de prestataire occasionnel. Donc, travailleurs de longue date, là, ça prend du temps pour s'y qualifier. Soit une baisse de 10, puis de 20, ou enfin de 30 % de la rémunération de référence, ainsi que pour les travailleurs étrangers temporaires pouvant demeurer au pays et étant autorisés à chercher un emploi. Donc, le dit emploi convenable, selon l'écoulement du temps où la période est établie, évolue en fonction d'une baisse de 10, 20 ou 30 % de la rémunération de référence qui réfère à l'emploi occupé pendant le plus grand nombre d'heures au cours de la période de référence, habituellement de 52 semaines. À nouveau, l'impact différencié peut s'avérer néfaste lors du passage de l'emploi à temps partiel occupé pendant les études et la courte période de travail dans la fonction équivalente à sa formation. Dans un exposé lors du colloque organisé par des économistes progressistes regroupés sous le logo « Économie autrement », un tableau de l'impact différencié au plan géographique est également mis en évidence quant à la mobilité interrégionale. Mais la catégorisation n'est pas le seul élément des modifications récentes. L'intégration comme mode de contrôle de la main-d'œuvre reconnue par la loi d'une preuve par voie électronique, alerte emploi ou appel téléphonique et mécanique pour plusieurs fois par jour, engendre, me semble-t-il, déjà une accélération des décisions négatives portant sur la disponibilité, éventuellement sur le refus d'un emploi convenable ou le refus de profiter d'une occasion d'emploi. Cette pression soutenue de potentielles offres d'emploi présumées convenables risque de multiplier les essais d'emploi chez certains prestataires qui s'avéreront possiblement non concluants et qui amèneront soit des départs volontaires de ces 10 emplois ou congédiement d'un nombre de plus en plus important de prestataires. Faut-il rappeler que depuis 1990, l'exclusion pour refus d'emploi ou ne pas profiter d'une occasion d'emploi est d'un minimum de 7 à 12 semaines, reportable sur une autre période de prestation si le nombre de semaines à servir est insuffisant pour compléter la sanction au cours de la période de prestation en cours, sauf si depuis l'événement, la personne aurait travaillé 700 heures, soit l'équivalent de 20 semaines à 35 heures. D'où encore un impact différencié à nouveau pour les travailleurs et les travailleuses qui vivent une plus grande précarité d'emploi. Quant à un essai non fructueux dans un emploi se concluant par un départ volontaire, il est passible d'une exclusion totale. Ces changements législatifs cumulés au nouveau mécanisme de contrôle ont toutes les caractéristiques pour initier l'exclusion du régime de multiples travailleurs et donc de rendre attrayante ou convenable n'importe quelle condition de travail. L'article cité tantôt de Statistique Canada évaluait en 2011 que 19,8 % des chômeurs n'avaient pas un motif de cessation d'emploi valable, donc exclus totalement de la protection du régime. Ces effets potentiels isolent encore davantage les travailleurs face au marché du travail et démultiplient, selon moi, les impacts des changements législatifs imposés récemment. Il est plus que temps qu'après 13 ans de majoration de la durée des exclusions, on priorise des études sur les effets que cela a eu sur les travailleurs et les travailleuses qui se sont vus imposer ces exclusions, notamment sur leur perception de la solidarité sociale, mais également sur leur relation avec le marché du travail, officiel ou non. Il faut d'autant plus s'intéresser aux effets collatéraux de ces changements que la transformation des tribunaux d'appel, dont vont traiter davantage les deux autres panélistes avec moi, dont on peut déjà constater qu'elle multiplie les étapes, limite les pouvoirs du tribunal, renverse par la procédure les fardeaux de preuve qui reposent antérieurement sur la commission, complexifie le travail de représentation et engendre donc des coûts quant à l'accès au dit tribunal que la situation de chômage ne permettra pas à plusieurs d'assumer, augmentera encore davantage la pression sur les travailleurs et travailleuses à accepter n'importe quoi comme emploi en l'absence d'un soutien efficace des organisations syndicales et sociales face à ces impacts. Enfin, il y a un troisième type de changement présenté, tout comme le passage au système de qualification en heures en 1997, qui avait été présenté comme favorisant les gens travaillant en temps partiel et comme on l'a vu, qui dès la première année les a exclus, comme bénéfique, soit le calcul de la prestation en fonction des semaines de rémunération les plus élevées au cours de la période de référence, selon le taux de chômage de la région et le nouveau mode de déduction de la rémunération permettant d'exclure une part plus importante de la rémunération gagnée au cours d'une période de chômage.
mais qui ne permet plus d'avoir un montant non déductible et donc soustrait dès le premier dollar gagné une somme des prestations versables. Une analyse fine de l'interaction de ces deux mesures, calcul des meilleures semaines et déduction de 50 de 90 c'est assez complexe, oblige à constater que les impacts sont à nouveau différenciés selon les groupes de travailleurs visés. Ces deux mécanismes vont faire en sorte que plusieurs prestataires recevront quelques dollars par semaine et verront s'écouler plus rapidement leur période de prestation qu'antérieurement, avec un impact moins important pour les travailleurs ayant une rémunération hebdomadaire normale assurable supérieure au maximum hebdomadaire assurable qui est de 912 dollars. Donc, impact à nouveau différencié selon les catégories de travailleurs. Les sommes versées en raison de la cessation d'emploi, vacances, préavis ou autres ont pour effet de majorer le niveau de prestation. Toutefois, la répartition de ces sommes est basée sur la rémunération hebdomadaire normale qui, elle, s'avérera inférieure. Donc, que ce soit en raison du calcul en fonction de la rémunération la plus élevée du nombre de semaines prises en compte ou de la majoration liée aux sommes versées à la cessation d'emploi, le nouveau mode de déduction de rémunération fera en sorte qu'un prestataire sera éventuellement payable partiellement pendant la période de répartition des sommes reçues à la cessation d'emploi. La fin de sa protection interviendra donc plus rapidement qu'avant. Cela aura pour effet d'augmenter les périodes non couvertes par le régime au cours d'une année et d'attribuer de plus le statut de prestataire fréquent plus rapidement. Il en est de même pour toutes les personnes et il faut se rappeler que 1 dollar payé, c'est une semaine reconnue comme étant potentiellement reçue au cours des 5 dernières années pour le statut de prestataire fréquent. Il en est de même pour toutes les personnes travaillant en temps partiel, mais dont la rémunération ne les rendrait pas non payables. Elles recevront, il est vrai, quelques dollars qui feront que leur période s'écoulera nettement plus rapidement qu'auparavant et augmentera d'autant la période de trou noir. Cette situation s'imposera également dans le cas de règlement de grief. Le temps qui m'est alloué ne permet pas d'illustrer différentes situations qui auront ces effets, mais ceux-ci sont réels et réduiront la protection du régime, d'où à nouveau la pression pour accepter n'importe quel emploi. Même si le gouvernement offert à ceux et à celles qui avaient travaillé et bénéficié des prestations pendant une période particulière en 2011-2012 de choisir le modèle antérieur de déduction de rémunération qui avait un montant non déductible équivalent à 40 de la prestation, et que si tous et tous se prévalaient de ce choix, cela équivaudrait à un versement supplémentaire de 230 millions de prestations. Le traitement manuel de cette mesure par Service Canada en a découragé plusieurs de faire ce choix, et en raison particulièrement du délai de 28 jours d'interruption du versement des prestations. Et donc les gens, malgré, parce qu'ils n'avaient, du fait qu'ils n'avaient pas les ressources financières pour assumer ce 28 jours d'interruption en choisissant le nouveau modèle, ont renoncé à ce nouveau modèle, même s'il pouvait être avantageux pour eux. Alors, si 28 jours est impossible à assumer financièrement, je vous rappelle que les exclusions sont de 7 à 12 semaines ou encore d'exclusion totale. Naturellement, cette générosité apparente de ces dernières modifications concernant le calcul de prestations et le nouveau mode de déduction fera en sorte de qualifier également plus rapidement les travailleurs précaires au statut de prestataires fréquents et augmentera les perceptions négatives entre travailleurs étrangers temporaires, travailleurs dits nationaux, travailleurs précaires, saisonniers et versus les présumés permanents. Les travailleurs considérés comme bien rémunérés et ayant des emplois permanents, eux aussi, ont subi ou subissent de façon dramatique les effets des changements intervenus depuis dont la réduction, puis du gel du maximum assurable adopté en 1996 sous la gouverne du gouvernement libéral. Ainsi, lors du ralentissement économique de 2008, certains des travailleurs mis à pied ayant une rémunération équivalente au double du maximum assurable, et là je pense entre autres au secteur de l'automobile, mais on pourrait penser au secteur des pâtes et papiers, ne percevaient que 22,5 de leur rémunération antérieure, maximum étant de 42 000, la moyenne du salaire de 84 000. Les employeurs n'ont pas eu d'importantes difficultés à ouvrir les conventions collectives et à remettre en question les conditions de travail négociées gagnées au prix de luttes syndicales importantes. De même, il s'agit de tenter de rejoindre ces travailleurs mis à pied pour constater leur extrême mobilité pour maintenir des conditions de travail similaires. Alors, eux et leurs familles peuvent vivre de multiples déplacements. On n'a qu'à penser aux travailleurs des usines de pâtes et papier. Actuellement, je représente les travailleurs d'Abitibi-Bowater, maintenant dits résolus, et qui pour certains en sont à leur 3e usine et 3e ville différente, avec ce que cela signifie quant à la vie sociale et familiale et à l'éducation de leurs enfants, on pourrait dire aux droits liés à ce qu'on appelait la citoyenneté industrielle.
Ce que je retiens de l'actualité, c'est justement ce piège qu'a tendu le gouvernement conservateur d'opposer les travailleurs dits nationaux aux travailleurs étrangers temporaires, dans lequel certains se sont engouffrés, alors que la question est plutôt de savoir comment s'organiser pour lutter contre des mesures d'exploitation des travailleurs, quels qu'ils soient. Mesures d'exploitation facilitées par les changements récents au régime d'assurance chômage dit d'emploi. Ces changements actuels s'ajoutent à la baisse du taux de remplacement de revenus, passé de 75 à 55 de 71 à aujourd'hui, ainsi qu'à la réduction puis au gel du maximum assurable qui n'a rejoint qu'en 2011 celui de 1996, la réduction de moitié de la durée de la prolongation liée au taux de chômage régional, antérieurement financé par la participation de l'État au compte d'assurance chômage, et par l'inversion du droit à des semaines de prestation en fonction des semaines travaillées, soit 2 semaines de travail pour une semaine de prestation pour les 40 premières semaines travaillées, plutôt qu'une semaine de prestation pour les 25 semaines travaillées au cours de la période de référence. C'est la réforme de 1994 du gouvernement libéral. Durée également diminuée du fait du passage aux heures pour toute personne travaillant en moyenne moins de 35 heures. Également, la durée a été diminuée et les conditions d'admissibilité augmentées. L'abolition récente de la prolongation de 5 semaines pour les régions à haut taux de chômage élevé s'ajoute à cette série de mesures. Toutes ces mesures ont appauvri et réduit de façon notable le choix des travailleurs et des travailleuses à pouvoir choisir un emploi lui permettant de participer à la mesure de leurs moyens à la société. Pour renverser ce rouleau compresseur qui non seulement remet en question des droits datant dans le cas de la notion d'emploi convenable de 1940, qui assimile le travail à une marchandise, travailleurs jetables selon les besoins des entreprises, c'est un peu ce que sont les statuts des travailleurs étrangers temporaires, remettant en question le premier principe fondamental de l'Organisation internationale du travail adopté en 1919, le travail n'est pas une marchandise. Modification qui fait fi des engagements internationaux du Canada de mettre en œuvre progressivement le droit à la sécurité sociale et amplifie l'exclusion de cette protection les groupes les plus vulnérables au sein du marché du travail, plutôt que de corriger la situation comme l'a recommandé le comité d'experts du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans ses derniers rapports qui dénonçaient des mesures adoptées ayant cet impact. Il faut répondre par des solutions qui contrent cette division impulsée par les impacts différenciés des mesures adoptées depuis le milieu des années 1970 et qui fragmentent les solidarités. Ne faudrait-il pas rappeler que ces régimes ont été créés à la fin du 19e, début 20e, sur la base que le chômage était inhérent au système de production capitaliste, que depuis le milieu des années 70, la priorité des États est la lutte à l'inflation et que lors des consultations du milieu des années 90, Paul Martin, ministre des Finances de l'époque, estimait que le taux de chômage non inflationniste au Canada ne pouvait être inférieur à 8 %. Donc, d'avoir des politiques monétaristes pour le maintenir à ce niveau. Et il expliquait ce taux de chômage non inflationniste de 8 %, notamment en raison de la générosité des programmes sociaux de l'époque et de la réglementation protégeant contre les congédiements abusifs pour remettre en question la responsabilité individuelle présumée des travailleurs de leur situation de chômage. L'actuelle stagnation de l'économie depuis 2008 ne démontre-t-il pas le contraire et ne ramène-t-elle pas au constat initial quant aux causes du chômage? Ne devrait-on pas répondre à la précarisation du marché du travail par un régime d'assurance sociale qui a pour objet tout autant d'assurer une répartition plus équitable du patrimoine national et la réalisation des aspirations et des aptitudes de toute sa population et d'empêcher les Canadiens provisoirement en chômage de sombrer dans le désespoir et le découragement qu'engendre la pauvreté et viser vers le plein épanouissement de la personne humaine, comme l'énonçait le ministre McKessie en 1971 dans son livre blanc, plutôt que de reprendre les idées néolibérales qui prônent une assurance sociale selon le modèle de l'assurance commerciale, soit de remettre en question l'admissibilité des travailleurs travaillant dans des secteurs saisonniers liés pourtant aux facteurs propres à la géographie et au climat au Canada, secteurs souvent indispensables à des emplois exercés à temps plein à l'année, en prônant soit leur exclusion totale, ce qui est plusieurs des recommandations au milieu des années 80, ou encore leur admissibilité seulement dans les périodes d'activité du dit secteur, comme cela était le cas dans les années 50. Doit-on privilégier la fragmentation des niveaux de cotisation comme aux États-Unis, soit l'experience rating, je ne sais pas l'expression française, en fonction des mises à pied de chaque entreprise, ou plutôt privilégier une cotisation commune qui partage le risque social? À l'argument de la saine gestion des cotisations prélevées par ce gouvernement que le gouvernement conservateur a présenté pour justifier ces coupures, ne faudrait-il pas remettre à jour notre discours et constater que ce gouvernement qui a abrogé en 2010 la réserve constituée sous le gouvernement libéral de 57 milliards de dollars, qui devait servir à maintenir une certaine stabilité des taux de cotisation en cas de ralentissement économique,
et qui, par une opération comptable, a créé un déficit de 9,2 milliards de dollars qui aura justifié d'augmenter les cotisations de 25 sous et prévoit de prélever près de 13 milliards de dollars d'ici 2016-2017, cotisations qui auraient pu servir à bonifier le régime et non justifier les changements législatifs actuels. Doit-on revendiquer à nouveau la participation de l'État au régime? C'est pas très populaire par les temps qui courent, cette idée-là. Revendiquer à nouveau la participation de l'État au régime pour qu'il assume cette solidarité sociale pour contrer l'approche actuelle véhiculant les valeurs d'une assurance commerciale du régime d'assurance chômage. Enfin, même si les exemples sont nombreux, dans les directives des fonctionnaires, des dérives des notions de disponibilité, de refus d'emploi, ne doit-on pas informer les gens que ces mêmes directives reconnaissent qu'il n'y a pas de nombre de démarches d'emploi magiques, mais qu'elles doivent démontrer être efficaces, que s'ils effectuent de telles démarches ne correspondant pas seulement au dépôt de demande d'emploi chez un employeur, et que ce Service Canada est insatisfait, on leur reconnaît le droit d'être avisé préalablement avant d'être coupé, et que s'il est exact que tout emploi occupé au cours de la période de référence est jugé un emploi convenable, il n'en demeure pas moins que le principe de préserver l'unité familiale demeure et qu'un emploi convenable pourrait ne pas correspondre à un emploi remettant en question celle-ci. Savoir, là, aller en Saskatchewan puis pas pouvoir revenir de façon définitive dans sa région d'origine. Que le refus ne peut correspondre à mentir, et ça c'est dans les directives, le refus ne peut correspondre à mentir à un employeur sur le fait de l'informer de son emploi saisonnier en violation des règles du contrat. Dans les directives, on indique qu'un employeur saisonnier ne doit pas indiquer à un futur employeur qu'il pourrait reprendre son emploi saisonnier. Il existe des moyens pour soutenir les personnes qui seront confrontées à ces nouvelles attaques quant aux droits des travailleurs. Il faut les en aviser tout en insistant qu'il faut continuer de demander le retrait des changements adoptés. Ne pas réagir donne des effets de déréglementation ou d'exclusion, comme l'inadmissibilité des travailleurs étrangers temporaires à l'accès à des prestations spéciales adoptées à l'automne. Donc, les travailleurs étrangers temporaires avaient droit aux prestations spéciales jusqu'à cet automne. Ils l'ont su quand il y a eu des organisations syndicales qui les ont informés il y a à peu près 2 ans. Et ils ont donc été, et maintenant on vient de déréglementer leurs droits par un moyen là, technique. D'autre part, le fait à savoir qu'ils ne peuvent résider à l'automne, s'ils ne résident pas plus au Canada. Et la tentative de déréglementation qui a fait l'objet dernièrement de la publicité, de la rémunération de ces mêmes travailleurs, moins 15 %. À quand des tentatives similaires interviendront pour certaines catégories de travailleurs dits nationaux, éventuellement appuyés par ces travailleurs dégoûtés de payer des cotisations. Et ça, j'en ai quelques-uns qui se présentent dans mon bureau, et de ne pas avoir accès à la prestation du régime d'assurance chômage, faute de promotion d'une vision plus adéquate de la solidarité sociale. Il faut prendre conscience de la logique que ces modifications récentes accélèrent la dégradation des conditions de travail et la remise en question de l'encadrement législatif du travail. Et je vous soumets que le principal défi des organisations syndicales sera de développer cette solidarité sociale commune parce que les effets fragmentés auprès de leurs membres vont être majeurs et la désolidarisation est au bout c'est le prochain défi. Ceci dit, les exclusions, ça fait très longtemps que les exclusions totales sont en jeu. Les effets de ça et sur la solidarité sociale est également un sujet que, si certains universitaires sociologues sont ici, travailleurs sociaux, qui serait un sujet qui devrait être développé parce que possiblement c'est un segment de désolidarisation. Merci. Merci beaucoup.